des grosses quiz. Ça change, hein? Bah oui, ça change des magazines. Que la force soit avec toi, à jamais. Salut tout le monde, vous écoutez l'épisode 5 de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie française. Je vous emmène à nouveau de l'autre côté de la frontière, puisque nous partons à la rencontre de Manon Angonèse, la femme la plus fit de Belgique. Manon est une athlète accomplie et en constante progression en crossfit, comme en haltérophilie, et sur laquelle il faudra compter dans les années à venir. Donc salut Manon, je suis ravie de te recevoir sur cet épisode. Je vais commencer par te poser une question toute simple. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, Manon Angonèse, j'ai 27 ans, dans l'année de mes 28 ans. Je suis athlète crossfit et haltérophile. Crossfit depuis, là j'entame ma 5e année d'entraînement crossfit. Et en haltéro, j'entame seulement ma 2e année, 2 ans et demi, peut-être qu'on va sur la 3e année, ouais, on va sur la 3e année je pense. Passionnée de sport depuis toujours, je suis une ancienne cavalière professionnelle. J'ai décidé de changer de vie il y a quelques années pour me lancer dans la prépa physique et je suis tombée amoureuse du crossfit et en faisant le crossfit, je suis tombée amoureuse de l'haltérophilie. C'est le cas de beaucoup de néo-haltérophiles, je dirais. Oui. Écoute, j'ai épluché un peu ton compte Instagram avant l'interview, forcément. J'ai vu dans un post de novembre 2019 que tu présentais tes 4 objectifs de l'année 2020. Donc je te les remets, hein, évidemment tu les connais déjà, mais c'est pour ceux qui nous écoutent. Le premier, c'était d'être la plus fit de Belgique. Le deuxième, c'était d'être le plus proche possible du top 50 monde. Le troisième, c'était de retourner au Dubai Championships. Et le dernier, c'était de se qualifier aux Europes en haltéro. Donc là, comme ça, à première vue, je dirais que ça se passe plutôt très bien pour toi jusqu'à maintenant. Oui, en effet, voilà, tous les objectifs ont été atteints. Les championnats d'Europe haltéro, évidemment, avec le coronavirus, ils sont décalés. Mais je suis toujours qualifiée, donc jusqu'à ce qu'ils puissent avoir lieu. Sinon, oui, en effet, j'ai bossé très très dur, mais en même temps, c'est comme ça qu'on avance, c'est de se fixer des objectifs réalisables sur une certaine durée, donc sur du court terme ou sur du long terme. Et voilà, j'avance avec des objectifs en tête. Je veux dire, je pourrais pas m'entraîner et avancer sans objectif. Voilà. Non, super. Bravo en tout cas, parce que du coup, plus fit de Belgique, c'est quand même, quand on voit les concurrentes, c'était pas donné. J'ai vu qu'au top monde, du coup, tu faisais 65e. Oui. C'est génial, déjà, d'être dans le top 100, je trouve ça monstrueux. Et d'être si proche du top 50, encore plus. Je vais repasser un petit peu sur l'haltéro par rapport aux championnats d'Europe. Donc effectivement, ils étaient prévus en avril, ils sont finalement décalés en juin. Mais bon, je pense qu'on peut miser sur le fait qu'ils se dérouleront pas en juin, mais ils seront eux aussi reportés. Concrètement, en Belgique, quelles sont les modalités pour pouvoir être sélectionné en équipe nationale ? Et du coup, plus largement, quels objectifs, toi, tu t'étais fixé pour le jour J là-bas ? Puisque c'est ton premier championnat d'Europe, il me semble. Oui, ça sera mes premiers championnats d'Europe, mais on a reçu un email hier nous disant qu'ils n'auront pas lieu en juin, finalement. Donc moi, je pense qu'ils auront plus lieu en fin d'année, peut-être septembre, octobre, par là. On verra à ce moment-là, on n'a pas encore de date. Sinon, mes objectifs pour les championnats d'Europe, c'est de me rapprocher le plus possible du top 8 dans ma catégorie de poids. Au niveau des barres, on va viser les barres qu'il faut tirer pour se rapprocher de ce top 8 là. Donc on y travaille tous les jours avec Joachim. C'est vraiment le travail d'une complicité entre l'entraîneur et l'athlète. Et au niveau de la Belgique, en fait, pour se qualifier pour les gros championnats, on a des totaux à atteindre. Donc, je sais plus c'est quoi pour les championnats d'Europe. Je pense que c'est 190 ou 195 dans ma catégorie. Je sais plus parce que ça, comme on a rechangé les catégories, j'ai plus les chiffres exacts en tête. Mais en gros, on doit avoir ce total minimal, et de là, on peut prétendre à participer pour la Belgique aux championnats d'Europe, aux championnats du monde. Les JO, c'est encore différent. Mais voilà, c'est juste une histoire de total, en fait. D'accord. Et donc là, tu étais avant une moins de 69, donc là, je pense que tu es en moins de 71, si je me trompe pas. C'est ça. J'ai encore un peu de marge, ça va. Je peux manger.
C'est pour ça que je demande dans quel caté t'es, parce qu'il me semble que j'avais vu sur des feuilles de match que t'étais pas très loin des 64, mais chez les 71. Mais bon, du coup, j'imagine que c'est plus confortable d'être au milieu de la caté, notamment pour ton CrossFit, mais on en reviendra aussi, on parlera nutrition un petit peu plus tard également. Du coup, après les Europes, l'objectif, c'est de faire les mondes. Exactement. Maintenant, normalement, il ne devait pas y en avoir cette année parce qu'il y avait les JO. Donc, quand il y a les JO, il n'y a pas les championnats du monde. Mais comme il n'y aura pas les JO cette année, est-ce qu'ils vont rajouter des championnats du monde? Enfin, pour l'instant, on est vraiment dans le flou au niveau du calendrier. Mais oui, carrément. C'est l'objectif, c'est de faire les championnats du monde, de faire un jour les Jeux Olympiques. Voilà, c'est le rêve de tout athlète qui prétend à un sport olympique. D'accord, donc le rêve, ce serait de se positionner et d'entamer après Tokyo le processus pour Paris 2024. Voilà. En plus, c'est plus près, c'est plus facile. C'est plus près, c'est vrai, c'est carrément. Et du coup, je te pose la question en tant qu'haltéro aussi. Pour toi, c'est quoi tes barres de rêve? Les barres où, si tu les fais, tu te dis, bon, c'est bon, quoi qu'il arrive maintenant, c'est top. Bah déjà, à l'arraché, moi je vise les 100 kilos. Ça, c'est sûr, c'est une barre que j'aimerais vraiment bien arracher sur le plateau. À la maison, c'est quelque chose, mais sur le plateau, c'est encore différent. Donc, c'est vraiment une barre que j'aimerais bien avoir au-dessus de ma tête. Et à l'épaulé jeté, j'aimerais vraiment bien tirer sur 120. Non, ça peut évoluer, ça peut évoluer. Voilà, là pour l'instant, j'ai 100 et 120 en tête, mais si ça se trouve, voilà, on sait jamais. Peut-être qu'au bout de quelques années de CrossFit encore, j'aurai envie de plus me concentrer sur l'haltéro. Forcément, je vais gagner plus en force. Est-ce que je vais être capable de tirer sur plus? Voilà, c'est juste que pour l'instant, c'est des chiffres voilà, que j'ai en tête et qui me paraissent réalisables. Non, mais c'est cool. Bah, de toute façon, il y a toujours un premier palier, je pense. Et puis une fois qu'il est passé, on veut plus. Et puis on veut plus, on veut plus. Je te souhaite en tout cas de faire effectivement les 100, 120. Mais je suis sûre que quand tu seras déjà à 95, 115, tu seras déjà en train de te dire je veux 105, 125. Oui, c'est sûr. C'est toujours comme ça. Et c'est ça qui permet de rester motivé. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Comment tu fais pour gérer ton entraînement, enfin un entraînement à haut niveau, CrossFit et haltérophilie, faire les deux en parallèle, puisque c'est quand même un sacré challenge. En général, on choisit plutôt l'un ou l'autre. Comment tu fais toi pour gérer ça correctement? Bah déjà, c'est une grosse organisation. Moi, je travaille avec beaucoup de coachs, donc j'ai pas juste une programmation CrossFit qui me balance des infos toutes les semaines. Je veux dire, on a des cycles, donc j'ai un coach en aerobic capacity, j'ai un coach en haltéro, Joachim, j'ai un coach en gymnastique, j'ai mon coach qui s'occupe de moi sur tout ce qui est planification CrossFit et compétition. Et toutes ces personnes-là, c'est des personnes avec qui j'ai des contacts pratiquement tous les jours. Donc si j'ai une question, là, maintenant, tout de suite, je les appelle, on en discute, on se met d'accord sur les cycles. Par exemple, si je sais que j'ai les championnats d'Europe tel mois, le mois précédent, on va mettre l'aéro un petit peu de côté, on va taper un petit peu plus sur la force. Si je suis dans une saison plus creuse au niveau de l'haltéro, bah là, on va taper beaucoup plus sur des cycles aéro. Voilà, c'est une grosse organisation, mais il faut arrêter de croire que l'aéro ne peut pas que l'aéro est négative à l'haltérophilie en fait. Je veux dire, j'en suis la preuve. L'année dernière, j'ai fini mon premier triathlon. Cette année, je voulais en faire encore quelques-uns. Je me suis qualifiée pour les championnats d'Europe. Je devais les faire. Forcément, là, vu les circonstances, tout est un peu décalé. Mon but, c'est de faire un Ironman. Mon but, c'est de faire les Jeux Olympiques d'haltérophilie. Je vais au CrossFit Games. Voilà, il faut arrêter de croire que parce qu'un athlète est endurant et travaille son endurance, il va perdre en force. C'est juste une question d'organisation, de nutrition, de cycle. Et il faut vraiment bien connaître son corps, travailler avec les bonnes personnes. Mais tout est compatible. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que moi j'ai l'impression d'entendre assez souvent des coachs ou athlètes d'ailleurs, mais dire oui, bon bah là, si tu prends du poids, tu seras meilleur sur tes barres, mais tu seras moins bon en gym. Moi, je pense qu'effectivement, c'est un petit peu plus compliqué que ça, disons, même si c'est pas tout à fait faux, parce que l'exemple vraiment numéro un, c'est quand même Tia Claire Toumi, qui fait les JO en haltéro, qui a des barres monstrueuses et qui est pas forcément très très lourde et qui pourtant est voilà un cardio énorme et très bonne en gymnastique. Enfin, c'est une athlète, the athlète complète en tout cas. Du coup, je reviens par contre à ce que tu disais. Comment tu fais par rapport à tes programmations? Est-ce que tes coachs se parlent entre eux et ils établissent les différents volumes ou les différents éléments? Ou est-ce que c'est toi, à l'inverse, qui synchronise tout? Du coup, ce qui veut dire que tu as forcément une technicité avancée, je dirais, pour être capable de synchroniser tout ça? Oui, en fait, c'est moi qui synchronise. Donc, eux m'envoient en général la programmation le dimanche pour la semaine. Et moi, j'organise mes journées en fonction. Si, par exemple, je suis dans un cycle aéro,
je préviens tout le monde, je préviens Joachim, je préviens Mathieu, je préviens Imad qui s'occupe de ma gymnastique, je leur dis écoutez, là pendant 2 mois, ma priorité c'est l'aéro. Donc je veux dire, les watts qu'on va faire, il faudrait pas que ce soit non plus encore des watts de 10 tours avec des kilomètres au rameur et beaucoup de volume, parce que je vais déjà bouffer du volume sur l'aéro. C'est sûr qu'il faudra pas tenter des one rep max parce qu'elles vont être en dessous de tout. Et vice versa. Si par exemple j'ai une grosse compétition d'haltéro dans le viseur, bah, je vais leur dire écoutez, là maintenant je me concentre beaucoup plus sur l'haltéro, on va diminuer un petit peu plus les grosses séances aéro pour pas trop non plus cramer le nerveux. Et voilà, oui, c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment une organisation. Et surtout, c'est à moi à connaître comment mon corps réagit. Là maintenant, je sais comment il fonctionne, je sais que pendant un cycle aéro, je dois fonctionner comme ça, pendant un cycle haltéro, je dois fonctionner comme ça, je sais qu'il me faut X semaines pour récupérer, je sais qu'il me faut X jours pour récupérer ma force après un cycle aéro. Enfin voilà, c'est juste, ouais voilà, c'est s'organiser et connaître parfaitement la mécanique de son corps. Bah, chapeau pour le recul, en tout cas, sur toi-même et sur ce que tu fais. Parce que je pense que ça doit pas être facile. En plus, j'ai vu que tu t'entraînais globalement toute seule. Bon, après, là, on est en période de confinement, donc c'est encore un peu différent. Mais que, en tout cas, t'étais pas dans une très grosse box avec énormément de personnes autour de toi. Après, je sais pas, tu me diras ce que toi t'en penses, mais j'imagine que parfois, en termes de motivation, ça doit être plus difficile parce que quand t'as les autres autour de toi, ça te porte. À l'inverse, quand il y a trop de gens autour, on a l'impression qui sont voilà, qu'on va être plus dans la rigolade et un petit peu moins dans la concentration. En tout cas, je retiens que pour toi la clé dans l'entraînement, c'est vraiment d'individualiser du coup. Oui, mais déjà moi maintenant je m'entraîne plus toute seule. Je me suis entraînée longtemps toute seule parce que j'avais pas de partenaire d'entraînement à l'époque où j'avais pas encore mon garage gym. Mais maintenant, je veux dire, j'ai la chance d'avoir des training partners, même si ils sont pas encore à mon niveau. Ils adaptent en fonction de ce que je fais et on essaye de se porter tous les uns les autres vers le haut. Et ça change tout, ça change vraiment tout parce que les jours où on n'a pas envie de s'entraîner, on se dit ok, il y a les potes qui viennent, on va s'entraîner quand même, voilà. Et c'est vrai que ça aide énormément. Je me suis entraînée très longtemps toute seule. Je pense que j'ai jamais progressé autant que maintenant que j'ai des training partners. Moi, ça m'impressionne vachement parce que moi, à titre perso, je m'entraîne beaucoup toute seule. Et je sais qu'à la fois, c'est bien parce que du coup, je suis au calme. Et en même temps, ça me pèse vachement parce que j'aimerais beaucoup, en fait, que les gens, même pas forcément à un niveau équivalent, qu'on s'entraîne ensemble, ne serait-ce que pour le côté social, quoi. C'est vachement sympa, tu t'encourages, t'as presque pas envie de les décevoir. Donc, ça t'aide à mettre un petit coup de cravache, effectivement, les jours où t'es moins dedans. Est-ce que c'est pas trop difficile, par contre, de gérer tout le coaching à distance? Est-ce que t'as l'occasion de rencontrer physiquement tes coachs plusieurs fois dans l'année quand même, ou c'est vraiment majoritairement en remote? Non, malheureusement, j'ai pas trop l'occasion de les voir. Bah, déjà parce qu'ils sont tous un peu éparpillés. Joachim, il est pas tout près, mais comme Joachim, c'est un peu un vagabond, de temps en temps, il passe par chez nous, donc ça va, on le voit au moins 2-3 fois là sur l'année. Euh, Sinon, mes coachs, bah voilà, ils sont dans le sud de la France, enfin, pas sud, mais pour moi, c'est le sud. Enfin, voilà, pour nous, c'est loin en tout cas. Donc, mon coach aéro, il est du côté de Vichy, mon coach de gymnastique, il est du côté de Clermont-Ferrand. Et Mathieu Dubreuc, qui s'occupe de moi depuis le tout début, lui, il est encore plus loin, il est à Montréal. Donc, c'est vrai que c'est pas simple. Mais dès qu'on a l'occasion de se voir, on se voit. Mais sinon, non, j'ai pas l'impression que ça pose vraiment problème de pas se voir. Parce qu'on essaye de communiquer très souvent. Non, j'ai pas l'impression que ça pêche. Bah, peut-être justement que le fait d'être à distance, ça vous oblige à communiquer encore plus et que justement le fait d'avoir une relation comme ça, voilà, très régulière, très très honnête, on va dire très transparente sur les entraînements, ça vous permet d'avoir quelque chose peut-être de plus optimisé, quoi. Oui, exactement. Comment t'as choisi tes coachs? C'est une question bête, mais je sais qu'en général les gens choisissent des grands noms, des gens très connus, mais effectivement pour faire de l'individualisation, ça peut être compliqué. Comment t'as fait ces rencontres? Bah, déjà, il y en a quelques-unes qui se sont faites un peu au hasard, et puis il y a le fait que j'aime pas faire comme tout le monde, donc j'ai jamais été attirée par les grosses programmations, parce que voilà, j'ai jamais douté du travail de Ben Bergeron, par exemple, il fait un travail extraordinaire, mais je veux dire, si j'écris à Ben Bergeron aujourd'hui, il va jamais me répondre, ou alors, sauf si un jour je me qualifie pour la finale des Games, donc le top 10 des Games, peut-être que là, il va s'intéresser à moi, mais je veux dire, en attendant, c'est maintenant que je dois progresser. Et c'est ce côté-là que j'aime pas. Donc j'ai commencé à suivre Force 5.
Et après 1 ou 2 semaines de programmation avec Force 5, donc la programmation de Mathieu Dubruck, je lui ai envoyé un message un jour pour lui dire « bonjour, je m'appelle Manon, je suis ta prog ». Et tout de suite, il a pris son téléphone, il m'a appelé. Et ça, j'ai trouvé ça génial, parce que aucune grosse programmation n'aurait fait ça. Je veux dire, aucune grosse programmation ne m'aurait même répondu, je pense. Et Mathieu, il m'a appelé, il m'a dit « Ah, c'est cool, voilà, je m'appelle Mathieu, si t'as des questions, tu m'appelles, blablabla ». Et à l'époque, Mathieu travaillait avec Imad, qui faisait la partie gymnastique de Force 5. Et j'ai progressé à une vitesse incroyable sur la gym, et ça m'a vraiment fait beaucoup aimer la gymnastique. C'est devenu un très gros point fort dans le CrossFit. Et j'ai décidé de contacter Imad et de travailler avec lui aussi. Donc, qui lui est vraiment spécialisé sur tout ce qui est gymnastique, et il fait un travail extraordinaire. Il me connaît depuis mes débuts, donc voilà, c'est un atout aussi pour moi, parce qu'il connaît mes défauts, il connaît mes qualités, il sait sur quoi on doit plancher. Ensuite, pour l'haltérophilie, j'ai rencontré Joachim parce que Joachim avait fait un jour son tour des box avec sa vieille voiture. Il avait fait, je crois, 1 à 2 semaines de tour en France, Belgique, et il dormait dans le coffre de sa voiture. Il était passé par chez nous et on a tout de suite accroché. Et en effet, voilà, maintenant on travaille ensemble et je regrette pas du tout. Et concernant mon coach en aéro, je sais que pour l'instant, ce qui est très très à la mode, c'est Aerobic Capacity de Chris Hinshaw. Mais là, c'est pareil. Je veux dire, je doute pas de son travail. Je sais que c'est quelqu'un qui doit faire un très bon travail. Mais c'est global. Je veux dire, c'est une programmation pour tout le monde. Et sur un domaine aussi compliqué qu'est l'aéro, moi, il me faut un coach qui analyse toutes mes données. Et j'ai contacté Cyril Routier, donc un triathlète et Ironman français, qui s'occupe de beaucoup de triathlètes et de beaucoup d'athlètes en Ironman en France et un peu partout dans le monde d'ailleurs. Je suis sa seule athlète CrossFit, hein, donc c'était un gros challenge pour lui aussi, parce que il est parti de zéro avec moi. Je veux dire, je savais presque pas nager, alors qu'il avait l'habitude d'entraîner des triathlètes qui nageaient 10 km par jour. Enfin voilà, on est parti du fond du trou. Et mais par contre, lui, il analyse mes données. Donc à chaque séance, il va regarder mes données, il va dire ok, là on a fait ça, on a travaillé plus sur le lactique, la cardio elle a fait ci, la cardio elle a fait ça. Moi, la plupart du temps, je comprends pas ce qu'il me raconte, mais je fais ce qu'il me dit. Enfin, si j'essaye de comprendre, mais c'est pas mon domaine. Et c'est pour ça que j'ai choisi mes coachs. C'est parce que ils analysent vraiment ce que je fais. Dire, je suis pas juste un client à la chaîne comme quelqu'un qui serait abonné à 2 programmes ou voilà, ou des grosses programmations très commerciales. Je veux dire, ils voient ce que j'ai fait, ils disent ok, elle a fait ça de cette façon-là, la semaine prochaine on va faire ça comme ça, le mois prochain on va faire ça comme ça. Et il y a un sens à tout ça. C'est pas juste je t'envoie un WOD, une partie renfo, une petite partie haltéro, une petite partie gym, bonne chance, à la semaine prochaine. C'est non, il y a du suivi, il y a un gros travail derrière tout ça. Ouais, ça rejoint exactement ce que Joachim m'avait dit justement la semaine dernière. En tout cas, lui, sur ses convictions, c'était de se dire que ce soit haltéro ou crossfit, pour lui, la vraie solution pour progresser, quel que soit le niveau et les objectifs qu'on a, c'est d'avoir un suivi individualisé. C'est-à-dire que ce soit une grosse prog américaine ou peu importe, ou même une petite prog française, sans parler de qualité, hein, puisque les deux peuvent être d'excellente qualité. À partir du moment où tu n'as pas de suivi individualisé, que tu reçois juste un PDF que tu suis, au final, on revient sur ce que CrossFit peut dire, et en tout cas, ce qui est aussi enseigné dans les CrossFit Level 1, c'est que pour faire ça, autant faire le WOD de ta box, parce qu'au final, tu auras au moins le coach de la séance qui sera là pour toi. Mais si c'est pour faire une programmation tout seul en free, sans accompagnement, au final, on est encore en dessous même du service standard, quoi. Je trouve que déjà, c'est assez rare d'avoir quelqu'un qui, par exemple, a une programmation CrossFit et une programmation haltéro en parallèle, mais d'avoir en plus une programmation cardio, une programmation haltéro, une programmation CrossFit et puis gymnastique aussi. Peut-être que c'est ça la clé pour performer, d'avoir un pro sur chaque filière ou sur chaque domaine et d'essayer d'aller optimiser le moindre mouvement, le moindre axe d'amélioration. Oui, oui. En fait, c'est de la logique. Déjà, pour la programmation CrossFit, Mathieu, il est dans le CrossFit depuis les débuts du CrossFit, donc je pense que c'est une des personnes qui s'y connaît le plus dans ce milieu-là. Donc pour moi, c'est tout à fait logique que lui continue à me conseiller et continuera toujours à me conseiller. Ensuite, je veux dire, moi, je pars du principe, si je veux devenir la meilleure en haltéro, il me faut un pro de l'haltéro.
Si je veux devenir la meilleure en gymnastique, il me faut un pro de la gymnastique. Si je veux devenir un vrai moteur sur l'aéro, il me faut quelqu'un qui travaille dans l'aéro depuis toujours. Donc voilà, c'est logique pour moi. Je veux dire, pour moi, est le plus apte à m'amener à un très bon niveau de gymnastique? Ben, Imad, parce que Imad, c'est un acrobate. Il a été acrobate pendant des années. Voilà, il connaît son job, il a travaillé sur le corps en mouvement, il connaît tout ça. Ensuite, sur l'haltérophilie, ben voilà, dans le crossfit, souvent on nous dit faites 5 fois 6 snatch à votre 70% en touch and go, boum, c'est tout. Voilà, avec un pro de l'haltéro, il dit ok, tu vas travailler ça comme ça, tu vas te concentrer sur ton tirage de bras, sur ta chute, sur l'activation des épaules en dessous de la barre, tu vas te concentrer sur ça, la semaine prochaine on va se concentrer sur ça, c'est des petits détails. Et puis voilà, c'est la dernière personne que j'ai rajoutée à ma corde il y a 2 ans, c'est mon coach en aéro. Je me suis dit, qui sont les meilleurs pour moi dans l'aéro? Et je me suis dit, mais les triathlètes, c'est un sport de fou le triathlon, et ceux qui font des Ironman, pour moi c'est incroyable le moteur qu'ils ont. Et en effet, donc j'ai contacté quelqu'un qui fait ça, parce que c'est logique pour moi. Ouais, ça se comprend. Du coup, je te ramène à Dubaï, en 2019 en tout cas, avec 110 kilos au clean and jerk. Sur les 24, tu te classes quatrième justement. Donc du coup, est-ce que tu pourrais dire que l'haltéro, c'est devenu une vraie force pour toi vis-à-vis du leaderboard? Oui, oui, oui. Donc dans le CrossFit, oui, c'est clair que mes barres, elles m'aident à gagner beaucoup de points. Pourtant, il y a encore des filles qui ont des barres plus lourdes que moi, hein. Il y en a une ou deux qui tirent vraiment sur très lourd, mais en général, celles qui tirent sur plus lourd que moi, elles galèrent un peu plus peut-être sur l'aéro ou sur la gym. Donc non, carrément, c'est devenu un gros point fort, c'est devenu un énorme point fort pour la compétition. Écoute, j'aurai le plaisir d'échanger aussi avec Idriss de We Nutrition, dont a priori la semaine prochaine. Il me semble qu'il te suit également. Comment tu fais pour gérer du coup cette partie alimentation pour que tu puisses être compétitif dans les deux domaines, c'est-à-dire et dans l'haltéro et dans le crossfit? Bah, là, c'est pareil, en fait, Idriss, je le contacte. Bah, là, maintenant, j'ai trouvé un équilibre chez moi. Donc, c'est vrai que on se contacte moins qu'avant, mais je travaille toujours sous ses conseils. Et c'est la même chose. Si, par exemple, je suis sur un cycle aéro, je lui dis, OK, je suis sur un cycle aéro, je vais prendre très, très cher sur ce domaine-là. Du coup, lui va adapter la programmation nutrition et vice-versa pour l'haltérophilie. Voilà, de nouveau, c'est pareil, c'est une organisation, c'est lui qui dose un petit peu en fonction de mes besoins. On se contacte et je lui dis, ok, cette semaine-ci, je me suis sentie un peu fatiguée, j'ai eu du mal à récupérer. Il me dit, ok, on va modifier ça, on va modifier ça. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Moi, je fais juste que lui dire comment je me sens et ce que j'ai à faire la semaine et les mois qui suivent. Du coup, ça m'amène à une des questions que j'ai reçues sur Instagram, donc après les avoir posées un peu au grand public, on va dire, avant de te rencontrer. C'était de savoir comment tu as fait pour choisir ton poids de forme ou le bon rapport poids-puissance par rapport au crossfit et à l'haltéro. Est-ce que tu as déjà envisagé de prendre ou de perdre du poids ou c'est pas du tout quelque chose auquel tu as réfléchi? En fait, j'ai vraiment laissé faire les choses. Donc moi, quand j'ai commencé le CrossFit, en 6 mois, je me suis pris 10 kilos de masse musculaire d'un coup. Mais c'est mon corps qui est comme ça. Mon corps prend très 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 vite en masse. Donc c'est vrai que je dois faire un petit peu attention. Si par exemple je suis en période de Noël et que je mange ce que j'ai envie de manger et que je m'entraîne en plus sur le côté, eh ben je vais faire 2 push-ups, je vais prendre 2 tailles de bras. Donc ça c'est, je suis prédisposée à faire du bodybuilding en fait. Mais hormis ça, non, j'ai pas trop réfléchi à quel poids je devrais atteindre. Euh, je tourne toujours autour du même poids. Il y a juste, à mes débuts de l'haltérophilie, j'ai essayé de descendre en moins de 64 kilos et je me suis jamais sentie aussi mal de ma vie. Donc c'est fou, hein, mais mon corps avait séché à un point auquel il avait jamais séché auparavant et j'ai détesté mon corps à ce moment-là. Donc, je préfère mon corps avec plus de muscles, plus de masse, peut-être un petit fond de gras, mais voilà, si j'en ai besoin pour performer, bah, ça me va très très bien, parce que je fais pas du tout ça pour l'esthétisme.
mais mon corps ne fonctionne vraiment pas bien quand j'essaye de descendre trop bas en poids. Donc je le laisse faire, je sais que je pèserai jamais, enfin, en tout cas en continuant à faire attention, je pèserai jamais au-delà des 71 kilos. Donc pour ma catégorie de poids, c'est largement assez. Et non, je j'ai pas de poids de forme en fait. Ça tourne toujours autour des 69 et je me sens aussi bien sur l'haltéro que sur la gym, que sur l'aéro. J'ai pas l'impression que ça joue beaucoup parce que j'ai beaucoup de force. Donc sur la gym, même si j'ai un petit kilo en plus, je le sens pas forcément. Sur l'aéro non plus, parce que j'ai beaucoup de puissance dans mes jambes, donc du coup j'arrive à pousser. Peut-être sur la natation, oui, peut-être sur la natation je vais le sentir, parce que c'est un gros point faible chez moi. Donc c'est clair que si je me prends un petit kilo dans le nez, ben, je vais le sentir un petit peu dans l'eau. Mais sinon, non. Et je pense que c'est une erreur de se concentrer sur un chiffre en particulier au niveau du poids, surtout quand on est une fille, parce qu'il faut savoir qu'il y a des semaines, voilà, les semaines avant nos règles, on a tendance à faire un petit peu de rétention d'eau. Enfin, ça dépend, on est toutes différentes. Moi, je sais que la semaine avant mes règles, je vais faire de la rétention d'eau, je vais avoir le ventre un petit peu plus gonflé, je vais avoir les seins qui vont gonfler forcément. La semaine après, je sais que comme j'ai évacué beaucoup de mon corps, bah, du coup, je vais être plus légère. Donc voilà, il faut pas se concentrer sur un poids en particulier, surtout chez les filles. Ouais, c'est super intéressant aussi ce que tu dis parce que j'ai l'impression que c'est assez difficile parce que je sais pas, c'est peut-être un sociétal également, mais on a du mal encore à dissocier les athlètes hommes et femmes par rapport à leurs besoins et par rapport aussi juste à cet aspect physio. Moi, je suis d'accord, ne serait-ce que les règles, même si on n'est pas affecté par des douleurs, donc sans enlever ces cas de figure un peu particuliers, tu as au moins effectivement un petit coup de mou, soit avant tes règles, soit pendant. Après, ça dépend des gens. Tu vois, moi, par exemple, j'adore avoir mes règles en compétition. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais je dois avoir un bon gros pic d'œstrogène et je suis plutôt très en forme. Et en général, en force, je suis beaucoup mieux sur cette semaine-là. Mais ça dépend vachement des gens. Il y a des gens qui peuvent avoir mal et donc du coup, cette semaine d'entraînement-là, comparée aux 3 autres qui vont la précéder, admettons, elle doit être revue complètement différemment. Et ça, c'est un truc, par exemple, quand tu as des coachs hommes, c'est pas forcément facile à aborder. Moi, je trouve que c'est cool, par exemple, avec Joachim, parce que il aborde la question naturellement tout de suite. Donc, tu dis bon, bah voilà, il y aura pas de, on va pouvoir en parler, il n'y a pas de tabou. Et on avait discuté aussi justement avec Joachim de cet aspect mental. Comment tu gères cette partie-là? Et est-ce que toi, tu as des grosses différences dans ton approche mentale, on va dire, des compètes CrossFit ou des compètes d'haltéro? Non, pas tellement. Elles s'abordent un petit peu toutes les deux de la même façon. Maintenant, c'est vraiment deux sports tellement différents, donc c'est difficile à comparer. Mais je veux dire, en haltérophilie, en général, j'attends l'échauffement avant de me dire, ok, aujourd'hui, c'est sûr, on va pouvoir tirer sur ça. Parce que voilà, il y a des jours où on est plus en forme que d'autres, et souvent, moi, je le ressens à l'échauffement. Donc c'est, je pars un petit peu du principe que je peux pas vraiment faire de plan sur la comète la veille d'une compétition d'haltéro. Donc il faut attendre que mon corps me donne un peu les premières infos. Et en CrossFit, c'est un peu pareil. C'est aussi un petit peu pendant l'échauffement que je vais sentir un petit peu comment je vais pouvoir pousser sur mon WOD. Mais sinon, oui, je veux dire, je m'y prépare psychologiquement de la même façon. Donc je sais que quand j'ai une grosse échéance, que ce soit CrossFit ou haltérophilie, les jours qui précèdent, ou voire même la semaine qui précède cette échéance-là, mon corps se met totalement en down. Donc, c'est-à-dire que si j'ai une compétition d'haltérophilie le samedi, c'est sûr et certain que les 4-5 jours avant ce samedi-là, je vais avoir une énorme perte de force. Donc, mon corps va plus vouloir faire d'efforts sous mes barres. Et au début, c'était très perturbant parce que tu te dis, ben merde, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est juste mon corps qui se prépare à ça. Donc maintenant, je le sais. Pareil en CrossFit, la semaine avant une compétition, je veux dire, tout est dur, tout est pénible, je suis raide de partout et voilà. Mon corps se met automatiquement en down, mais il m'a fallu du temps pour le déchiffrer. Maintenant que je le sais, je lui autorise ces quelques jours un peu plus relax où je me concentre un peu plus sur ma préparation mentale que physique. Ce serait quoi? Ce serait lié au stress, tu penses, même de façon inconsciente, que ton corps perçoit?
Non, tout simplement parce qu'il sait qu'il y a quelque chose d'important qui arrive et il a besoin de s'économiser. Donc du coup, d'office, dans ton plan d'entraînement, tu prévois que ta semaine d'affûtage, on va dire, ta dernière semaine avant la compète, tu passes plus sur, je sais pas, du poids de corps ou des charges légères, et pour récupérer et pour continuer à bouger correctement. Exactement. Ok, cool. Bon, c'est assez intéressant parce que je trouve que dans les semaines d'affûtage, en général, je sais pas, si tu tires, admettons, le samedi, lundi, mardi, t'es encore souvent sur du lourd. Effectivement, moi j'ai déjà vu ça chez moi ou chez d'autres athlètes. Comme t'es peut-être un peu stressé, tu te mets un peu la pression, puis tu te mets à rater. Et je trouve que c'est le pire parce que du coup, comme tu te mets à rater proche de l'échéance, tu commences un petit peu à douter et du coup tu vas sur ta compétition avec un mental un peu plus fragile. Et j'avais même déjà rencontré des athlètes qui m'avaient expliqué ça, qui me dit qu'eux, ils avaient presque des blessures un peu psychosomatiques. Donc tu vois, plus ils arrivent proche de la compète, plus d'un seul coup, ils ont l'impression d'avoir mal partout. Ouais, ouais, Et ouais. bizarrement, la compète passe, ils récupèrent pendant quelques jours, et tous ces gros bobos, en fait, ils disparaissent. Ouais, 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 en effet. Non, ça c'est sûr, c'est quelque chose qui revient très fréquemment chez les athlètes, hein. Moi aussi, avant mes compétitions, bah, moins maintenant, mais à mes débuts à haut niveau, souvent, bah, voilà, quelques jours avant, bah, merde, j'ai mal au poignet, j'ai mal au genou, il y a mon épaule qui me fait mal alors que j'ai jamais mal nulle part. Mais voilà, c'est juste, oui, c'est une façon à notre corps d'évacuer peut-être un petit peu le stress et la pression qui arrive. Maintenant, il y a beaucoup d'athlètes qui savent pas faire la différence, hein. Il y en a qui sont persuadés d'être blessés et ça les travaille énormément dans la tête. Mais voilà, le corps fonctionne d'une méthode assez incroyable, hein, surtout chez les sportifs. Il faut vraiment apprendre à connaître son outil parce que il peut interpréter quelque chose d'un millier de façons différentes. Donc toi, t'as pas de préparateur mental, en fait, tu fais un petit peu à ta sensation, quoi, à la connaissance de toi, en gros. Ah non, j'ai un préparateur mental. Je travaille avec quelqu'un. En fait, c'est mon physio. On travaille ensemble depuis 3 ans maintenant. Mais comme c'est mon physio et qu'il travaille avec mon corps, bah forcément, il travaille avec mon esprit aussi. Donc, on a une très grosse relation corps et esprit. On se connaît très très bien. On se connaît depuis des années. Et lui, il m'aide énormément. Et c'est lui qui m'a aidé à traduire tout ça. D'accord. Donc tu dirais que ça a débloqué quelque chose ou ça t'a vraiment aidé à avancer sur ce point-là? Ah oui, ça a tout débloqué, tout. Bah écoute, ça me fait vraiment repenser à ce que tu disais tout à l'heure. En gros, tu t'es entouré vraiment de pros sur tous les aspects de ta vie, c'est impressionnant. Du coup, est-ce que c'est ce que tu recommanderais à quelqu'un qui ferait de la compétition à haut niveau, pas forcément à voilà, un athlète lambda qui fait de la compète plaisir, mais à quelqu'un qui veut passer à haut niveau, ce serait d'aller chercher des pros dans chaque domaine? Oui, maintenant, ça marche pour moi, peut-être que ça marcherait pas pour une autre personne. Heu, voilà, je dis pas qu'il y a un seul plan, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de chemins qui peuvent amener à Rome, mais pour moi, ça marche, voilà. Parce que je suis quelqu'un de très, très pointilleuse, de très exigeante depuis toujours et j'ai besoin, d'être entourée des meilleures personnes, autour de moi dans chaque domaine, voilà. Mais peut-être que ça marcherait pas sur un autre athlète, hein. Peut-être, voilà, il y en a qui suivent une programmation et ça se passe très, très bien et tant mieux. Alors, je te pose une question hyper vague, hein, mais pourquoi l'haltéro? Parce que c'est génial pour une fille de tirer des grosses barres. Ah, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Et bah écoute, du coup, dans le prolongement, qu'est-ce que ça t'inspire de voir de plus en plus de femmes, quel que soit le niveau d'ailleurs, tirer sur des grosses barres et avoir un rapport peut-être plus largement à leur corps qui soit beaucoup moins esthétique, mais beaucoup plus euh, bah voilà tout ce que je sais faire avec mon corps. Ouais. Et c'est ce qui prime. Bah, moi je trouve ça génial, mais là si tu me lances sur ce sujet-là, ça peut durer des heures, hein, parce que je suis une grande féministe, hein, déjà à la base. Donc faut savoir que je déteste l'image de la femme toute fragile qui doit juste faire de la danse mais pas trop, qui doit être un petit peu musclée pour avoir des belles fesses mais pas trop. Voilà. Moi justement, je trouve qu'une femme, plus elle a de muscles, mieux c'est, tant que c'est naturel, on est bien d'accord.
Tant que voilà, il faut sortir un petit peu de tout ça, et je trouve ça génial de voir les femmes faire de l'haltérophilie à tous les âges. Je vois des enfants faire de l'haltérophilie, je vois des femmes beaucoup plus âgées faire de l'haltérophilie, et c'est pas pour ça que ça devient des hommes, qu'elles ont arrêté de s'épiler et qu'elles se promènent en jogging toute la journée. Il faut arrêter. Voilà, c'est pas parce qu'on est forte et qu'on peut tirer sur des barres très lourdes et que pendant l'effort on peut être assez impressionnante, qu'on peut pas être féminine. Voilà, il faut savoir faire la différence. Et moi, je trouve ça super parce que le fait de pouvoir tirer sur une barre lourde, puis encore un peu plus lourde la semaine d'après, puis encore un peu plus lourde, et puis arriver à débloquer des paliers, mais ça aide dans la vie de tous les jours, en fait, parce qu'on se dit, j'ai réussi à bouger cette charge-là, dans ma vie, il m'est arrivé une grosse merde, et cette grosse merde-là, je vais la tirer comme si j'allais tirer ma One Rep Max à l'arraché. Voilà, je vais le faire et je vais travailler pour le faire, et voilà, ça débloque un énorme aspect psychologique. C'est pas juste physique, c'est tout un état d'esprit. Je pense qu'on se sent bien aussi. On se sent moins dans à quoi je ressemble quand on se dit voilà, je fais une barre super lourde à mon échelle. Je suis fière de ma performance. Et du coup, je pense plus à quoi je ressemble. Je pense à ce que je viens de faire. Et je pense qu'effectivement, il y a une dimension confiance en soi qui est bien plus importante. Donc, j'ai vu que toi, tu coachais aussi. Il y aura forcément un après-carrière, j'imagine. Je te souhaite évidemment le plus tard possible. Hein. Mais est-ce que ce serait pas aussi une victoire de se dire demain, quand on choisit ses coachs, que ce soit pour faire du haut niveau ou juste pour faire du sport loisir, qu'on puisse retrouver des grands pros comme toi tu peux l'avoir dans la programmation CrossFit ou haltéro ou gymnastique, enfin bref, toutes celles que tu peux suivre, que dans la liste des noms qu'on donne, il y ait un peu plus de femmes. Tu vois, parce que, je sais pas, il y a Michel Le Tendre sur DK CrossFit, mais j'ai l'impression que des coachs femmes reconnues, il y en a pas encore assez. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et j'espère que ça va changer un jour. Et carrément, moi, je veux en faire partie plus tard. Ce serait ton objectif, toi, ensuite, de basculer dans le coaching, d'ailleurs, coaching plutôt loisir ou coaching plutôt haut niveau? Qu'est-ce qui te tente? Quand je serai sortie de ma carrière professionnelle, je veux coacher à haut niveau, ça c'est sûr. Là, pour l'instant, mon plaisir quotidien, c'est de coacher des débutants, des vieilles personnes, des personnes avec des petits handicaps physiques. Voilà, ça pour l'instant, j'ai besoin de ça parce que sinon, ça fait trop dans le haut niveau et j'ai besoin de décrocher un peu de temps en temps. Mais c'est clair que plus tard, oui, je veux amener des jeunes à haut niveau, que ce soit dans le CrossFit ou peut-être l'haltérophilie. Oui, carrément, je veux garder un pied dans le haut niveau. Écoute, pour terminer, je te pose 2 questions pièges. Je dis pièges parce qu'elles sont pas très compliquées, mais il y a un petit temps de réflexion peut-être. Ouais. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans et où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Alors, dans 5 ans, j'espère que j'aurai eu ma première participation aux Jeux Olympiques. Et dans 10 ans, j'espère que j'aurai terminé mes 10 participations aux CrossFit Games. Waouh. Écoute, en tout cas, je te le souhaite sincèrement. Je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi. J'espère qu'on aura peut-être l'occasion effectivement de rééchanger sur des sujets bien précis, dont le féminisme, effectivement. Bon, je dis féminisme, mais c'est peut-être un mot un peu trop fort. Moi, je trouve que le vrai féminisme, ce serait de plus en parler, de pouvoir juste parler d'égalité, puisque c'est le cas au final, quand on fait les games, on fait les mêmes exercices, dans les mêmes conditions, et juste les charges qui diffèrent, et puis basta, quoi. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année qui arrive, l'année en cours? Que le coronavirus s'arrête. Ce serait génial. Ça marche. Bon, écoute, je suis ravie de t'avoir eu et puis au plaisir. Oui, également. Et puis, à bientôt sur une compète d'haltéro, sûrement. Ouais, j'espère. Salut Manon. Salut, un grand merci. Ciao. Ciao. Allez, je glisse. C'était très bien. C'était très bien. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.